Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce nouveau rendez-vous de la recherche qui nous amène aujourd'hui au Liban. Nous allons discuter sur l'articulation entre la recherche et la pratique en travail social. Nous entamerons une réflexion sur le rôle de la recherche dans la production d'un savoir local qui soit susceptible de contribuer à la modélisation d'actions pertinentes au regard des spécificités des contextes. Dans une approche partenariale collaborative impliquant activement tous les acteurs concernés, l'accent sera mis sur un processus d'habilitation à la recherche et à l'action qui permet un transfert de connaissances tant en termes de recherche que de pratique. Enfin, nous allons également aborder les forces et les limites de ces processus, et cela dans le cadre d'une réflexion commune sur les avenues envisagées pour renforcer les liens entre ces deux mondes, la recherche et la pratique, afin de potentialiser leurs apports respectifs. Et pour ce faire, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui avec nous la professeure docteur Waïda Mata Bouramia de l'École libanaise de formation sociale de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth au Liban. Alors, je vais vous présenter en quelques minutes la biographie de notre invitée. Waïda Mata Bouramia est professeure et coordinatrice du programme de doctorat en travail social à l'École libanaise de formation sociale de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Et elle détient un master en travail social de l'Université d'Ottawa au Canada, ainsi qu'un doctorat en travail social de l'Université de Montréal, aussi au Canada. La professeure Bouramia dirige des thèses de doctorat en travail social et enseigne plusieurs modules, dont les méthodes de recherche et d'évaluation et les fondements théoriques et éthiques du travail social. Elle a mené plusieurs recherches internationales, dont certaines avec notre fédération, et elle est également consultante scientifique dans de nombreux projets, des projets de recherche, des projets d'évaluation, des projets mettant en avant l'action, ainsi que la planification stratégique, projets initiés par des associations et des ONG libanaises, et cela sur des problématiques variées. Des problématiques telles que la toxicomanie, les femmes vulnérables, les LGBTQ+, ou le handicap. Enfin, permettez-moi d'ajouter que la professeure Bouramia, comme je le disais tout à l'heure, est une ancienne collaboratrice et amie, et que nous sommes évidemment très heureux de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Et nous savons que cette période, ce n'est pas facile de se libérer. Nous lui sommes donc d'autant plus reconnaissants d'avoir trouvé le temps de pouvoir partager avec nous sa richissime expérience. Et je pense que voilà, euh, je vais vous passer la parole. J'ai déjà donc fait une présentation rapide de la thématique et aussi des traits le plus saillants de votre biographie. Donc, si vous voulez Merci. prendre la parole pour votre intervention, vous avez Un la grand parole. merci pour vous, cher Montserrat. Effectivement, moi aussi, j'ai beaucoup de plaisir à contribuer à ces rendez-vous de la recherche, surtout que certainement la collaboration avec la FIOC m'est vraiment très chère parce que j'ai commencé quand même mon expérience en matière de recherche avec un projet sur la toxicomanie qui a été soutenu par la FIOC et avec votre collaboration aussi. Donc, pour moi, je suis vraiment honorée d'être là et j'ai beaucoup de plaisir à partager avec vous un peu de mon expérience. Donc, j'imagine que je vais commencer à partager l'écran pour commencer quand même la présentation. En fait,
J'ai été sollicitée à faire une réflexion basée sur mon expérience sur le lien entre la pratique et la recherche. Et certainement, quand je vais parler de pratique et recherche, mon expérience est en travail social. Donc, je suis formatrice en travail social, je suis enseignante-chercheur à l'École libanaise de formation sociale. Les thèses que je dirige et les recherches que je fais sont toutes ancrées dans la discipline du travail social. Donc, la question qui s'est posée, qui se pose toujours pour nous et qui est posée quand même dans le titre, comment articuler entre recherche et action? Parce que effectivement, depuis très longtemps et jusqu'à maintenant, on continue à nous poser la question à quoi sert la recherche? Comment la recherche pourrait-elle être exploitée dans la pratique? Est-ce que toujours on vit ce qu'on appelle la problématique du divorce entre la recherche et l'action et comment contourner cette limite? Parce que effectivement, la recherche et ses résultats ne trouvent pas effectivement une réponse ou bien une utilité quelconque si elle ne se décline pas ou bien si les résultats ne se déclinent pas et ne sont pas profitables dans la pratique. J'essaie d'avancer dans ma présentation. J'imagine qu'il y a... Voilà. Donc, ce que je vais essayer de discuter aujourd'hui avec vous, c'est la construction interactive du savoir. Donc, cette construction interactive, c'est-à-dire qu'il ne se fait pas seulement par le chercheur, seulement, ou bien par les gens du milieu académique, mais également comment cette construction pourrait également impliquer des acteurs terrain, des partenaires du terrain sur un continuum qui implique non pas seulement la recherche et l'action, mais aussi la formation. Et dans cette présentation, en parlant de cette construction interactive de savoir, je vais certainement aborder le rôle de différents acteurs qui peuvent être engagés dans ces processus, des acteurs qui détiennent des postures et des logiques d'action qui sont parfois différentes et qui peuvent être en questionnement perpétuel. Dans l'analyse de ces processus, c'est important quand même de garder à l'esprit qu'un défi majeur qui demeure présent, à mon avis, à partir de mon expérience. Et c'est un défi qui est relatif, à mon sens, à l'égalité et à la réciprocité, notamment entre les chercheurs, donc, ou les gens qui appartiennent au monde académique et les professionnels qui sont issus du terrain de la pratique, mais également en travail social. On parle aussi d'égalité, de réciprocité avec les personnes et les familles accompagnées, donc les gens qui bénéficient des services du travail social et qui sont tout le temps impliqués par des travaux de recherche en travail social. Pour que je puisse discuter ou bien entamer la réflexion que je vous propose aujourd'hui, je vais aller un peu à l'envers, c'est-à-dire je ne vais pas commencer par la théorie, ni par les réflexions théoriques, mais je vais me baser sur un partage d'expériences, en partageant avec vous deux expériences de recherche participative collaborative orientées vers l'action et le changement social. Et par la suite, je vais essayer de réfléchir, d'analyser les bénéfices, les apports de ces expériences, leurs limites et leurs enjeux pour sortir avec des perspectives, pour promouvoir ce genre de partenariat, la réciprocité, la légalité entre ces deux mondes de recherche et de pratique en faveur d'une construction interactive du savoir. Donc, les recherches, les deux expériences que je vais discuter, tournent autour d'une planification stratégique collaborative et l'élaboration d'un programme d'éducation parentale. J'avais préparé 3 expériences, mais j'ai vu que le temps ne va pas pouvoir quand même de partager les 3, donc je me suis contentée d'aller sur les 2 premières. Donc, la planification stratégique participative, en fait, c'est dans l'une des ONG libanaises qui a demandé l'apport de l'école libanaise, la contribution de l'école libanaise de formation sociale dans l'élaboration d'un plan stratégique pour une nouvelle structure qu'elle comptait mettre en place, une structure intitulée, selon l'ONG en question, Unité d'accueil et du support aux familles d'enfants atteints de handicap. L'ONG libanaise en question, c'est une ONG polyvalente instaurée au Liban qui assure une diversité de services à une panoplie de populations. Enfants orphelins ou atteints de handicap physique et mental, personnes âgées, personnes et familles en difficulté, etc.
Mais sa demande particulière dans le cadre de cette planification stratégique était dans le cadre de secteurs qui offraient des services aux enfants atteints de handicap et à leurs familles. Sa demande était de créer cette unité à la base d'un partenariat avec les familles. C'était une ONG qui croyait et qui croit toujours foncièrement à la nécessité de consolider le partenariat avec les familles. Et c'est pour cela qu'elle ne voulait pas quand même élaborer son plan stratégique en occultant les familles. Et ne savant pas vraiment trop comment procéder de manière scientifique dans cette élaboration, donc elle fait sa demande auprès de l'école libanaise de formation sociale pour qu'elle soit soutenue par un enseignant-chercheur de l'ELFS dans cette démarche. J'étais sollicitée à remplir à répondre à cette demande, ayant personnellement une expérience dans ce genre de travail. Et donc, ce processus a été conduit par moi-même, mais effectivement, il a été exécuté sur le terrain par une intervenante chercheure de l'ONG en question, qui a été nommée à la tête de l'éventuelle structure, mais qui a tenu à associer quelques collègues du terrain pour la seconder dans cette planification, dans cette démarche scientifique. Donc, effectivement, le processus méthodologique fut un processus participatif dans lequel l'intervenante qui a été à la charge de ce processus a impliqué étroitement les familles, les intervenants et les cadres professionnels de l'ONG en question, et ce sur une démarche constituée de 3 temps principaux. Un premier temps qui portait sur l'analyse des besoins, un deuxième temps constitué d'un forum communautaire et un troisième temps qui est celui de l'analyse stratégique au bout duquel a été produit le plan stratégique. Donc, l'analyse des besoins, en fait, a été ici utilisée comme un outil de planification, donc, qui sert à établir des priorités stratégiques pour l'unité d'accueil en question. Les objectifs de cette analyse des besoins en premier temps étaient de mieux connaître les familles, mieux connaître leurs besoins, parce que ce sont les utilisatrices potentielles de l'éventuelle structure, de cerner leurs réalités, leurs attentes, effectivement, afin d'explorer des pistes d'action basées sur les attentes et les besoins de ces familles pour orienter le plan stratégique de l'unité en question. Donc, certainement, la population la plus concernée par cette analyse des besoins était les parents des enfants atteints de handicap et les acteurs institutionnels, que ce soit les professionnels ou les cadres institutionnels. L'approche privilégiée était une approche qualitative avec des entrevues effectuées auprès des parents et des focus group auprès des acteurs institutionnels. L'analyse des besoins ayant été terminée, c'est-à-dire les données collectées, analysées, présentées d'une façon thématique dans un rapport final de recherche, un forum communautaire a été organisé. Le forum communautaire, effectivement, c'est une forme de réunion publique dans laquelle tous les acteurs, ici institutionnels, parce que je vais revenir à la fin dans la réflexion sur les limites d'implication des familles, les acteurs institutionnels concernés par cette unité d'accueil ont été présents, à qui on a pu partager les résultats de l'analyse des besoins. On a validé notre analyse des besoins aussi, on a validé les résultats, notre façon de lire la réalité et les besoins des parents. Et on a voulu, à partir, ou bien plutôt en se basant sur les résultats de l'analyse des besoins, solliciter et inviter ces acteurs institutionnels à dégager eux-mêmes, à partir de leur expérience, de leur connaissance de l'institution, de leur connaissance des familles, à dégager des orientations au plan stratégique en réponse aux besoins émergents dans l'analyse des besoins. Donc, en fait, le forum communautaire a été organisé en 3 grands temps. Un premier temps de restitution des besoins avec une validation des résultats, un deuxième temps de travail par petits groupes, donc c'était autour de 120 personnes qui étaient présentes au forum communautaire, qui ont été réparties en petits groupes de travail durant une journée de travail. Les petits groupes étaient, ou bien le travail des petits groupes était orienté par des consignes qui visaient à solliciter les acteurs institutionnels à essayer de croiser ou bien de trouver des orientations
au plan stratégique qui soit en mesure de répondre aux besoins émergents, afin de pouvoir quand même orienter le plan stratégique en fonction à la lumière de ses besoins. À la fin du travail des petits groupes, il y a eu un rapporteur des groupes qui a passé lors du troisième temps de la séance en plénière pour partager avec le grand groupe les orientations que son groupe désire quand même privilégier dans le plan stratégique. Et puis, la séance plénière a été conclue par une entente, par une séance de prise de décision sur les orientations à privilégier dans le plan stratégique sur lesquelles l'ensemble du grand groupe était d'accord. Et donc là, il n'y avait pas vraiment une procédure de vote, mais une procédure, comment dire, de compromis. Donc, il y a eu une dynamique dans laquelle une certaine minorité se ralliait dans le sens de la majorité, avec parfois des discussions pour ajuster certaines décisions, pour ajouter des idées, etc. Et donc là, le forum communautaire a terminé par des orientations pour le plan stratégique sur lesquelles tous les participants ont été d'accord. Et donc, ce deuxième temps terminé, on est passé en tant que chercheur, c'est-à-dire moi-même dirigeant le processus, l'intervenante chercheur, qui avait mené elle-même le processus, et les collègues qu'elle avait associés aussi à la démarche. On est passé à ce qu'on appelle une analyse transversale des données, c'est-à-dire une forme de croisement entre les résultats de l'analyse des besoins, les orientations qui ont été tracées ou dictées par le forum communautaire, et également auquel on a ajouté une forme d'analyse stratégique dans laquelle l'intervenante chercheur avec ses collègues était invitée à penser aux forces, aux faiblesses de leur institution, dans ses capacités à répondre aux besoins émergents et aussi dans sa capacité à mettre en place les orientations stratégiques promues par les participants au forum communautaire, les opportunités internes et externes, etc. Et donc, c'est au bout de tout ce processus que le plan stratégique a pu vraiment voir le jour en privilégiant 7 axes. Les axes, certainement, ont été développés dans le cadre d'un rapport final avec une étude de la faisabilité, une étude du budget, une répartition sur les acteurs, les objectifs stratégiques, etc. Donc, toutes les composantes du plan stratégique ont été effectivement construites, élaborées par cette petite équipe à la lumière de toute cette démarche participative ayant impliqué au début les familles, les parents profondément et par la suite profondément les acteurs institutionnels. Certainement, là, on a vu que les familles n'ont pas été dans la phase stratégique, dans la phase du forum communautaire. Je vais revenir à la fin pour discuter de cette limite et pour partager avec vous un peu les hésitations ou bien les vigilances qu'on a eues et qui ont été à la base de demandes d'implication des familles pour penser peut-être ensemble comment faire par la suite pour mieux impliquer les femmes. Donc ça, c'est la première expérience à la lumière de laquelle j'ai essayé d'initier une forme de réflexion à la fin de la présentation. Et là, je vais vous présenter une deuxième expérience. Cette expérience, effectivement, se situe dans le cadre d'une recherche-action que j'ai dirigée avec ma collègue Jamil Efouri et avec une grande équipe de recherche constituée principalement des étudiants à l'École libanaise de formation sociale. La recherche-action se situe dans le domaine de la prévention de la maltraitance par le soutien à la parentalité des familles vulnérables. Donc, la recherche-action visait effectivement à élaborer un programme d'éducation parentale adressé aux familles qui faisaient ou bien qui font acte de maltraitance vis-à-vis de leurs enfants. Donc, effectivement, la problématique qui intéressait le programme, c'est la maltraitance infantile intrafamiliale, c'est-à-dire subie par l'enfant dans le cadre de la cellule familiale et perpétrée par les parents.
Pourquoi on parle d'éducation parentale? Parce que vis-à-vis de cette problématique, la théorie du changement ou bien dans laquelle on était convaincu, c'est l'approche d'éducation parentale. C'est une approche qui a ses particularités parce qu'elle privilégie une approche non directive vis-à-vis des parents. Dans le cadre de cette approche, les parents reçoivent des informations scientifiques simplifiées autour des compétences parentales, et de ces informations scientifiques, les parents eux-mêmes tirent les leçons, si vous voulez, ou bien les méthodes d'éducation non violentes qu'ils peuvent mettre en place auprès de leurs enfants dans le but de prévenir ou bien d'éviter le recours à la violence. C'est pour cela que le cadre théorique était basé sur l'éducation parentale dans une perspective d'empowerment. Les programmes d'éducation parentale dans le monde ont été, si vous voulez, prouvés scientifiquement comme étant utiles, comme étant efficaces pour la prévention de la maltraitance. On n'a pas voulu importer un projet et l'implanter auprès des acteurs libanais. On a voulu quand même créer modéliser un programme d'éducation parentale basé sur les besoins et les spécificités des parents libanais eux-mêmes. Et c'est ce qui nous a amené vers une approche participative, se situant, si vous voulez, ou s'étalant sur 7 temps principaux. Donc là, vous voyez que la démarche est plus longue. Ces 7 temps partent d'une analyse des besoins, suivi par un groupe de discussion. Les deux ont donné lieu à l'élaboration du programme. Le programme validé a été suivi par une formation des intervenants, puis il a été révisé. Il a par la suite suivi une application expérimentale qui a abouti à une révision finale du programme. Donc, je vais essayer de vous présenter rapidement chacune de ces étapes. Donc, l'analyse des besoins a été faite auprès des équipes professionnelles de 4 associations partenaires qui ont accepté de se lancer avec nous dans cette aventure. Des associations qui se situent dans 4 régions différentes sur le territoire libanais. Donc, l'analyse des besoins a été effectuée auprès des équipes professionnelles de ces associations et des parents desservis par ces associations elles-mêmes. Donc, une grille d'analyse a été remplie par des équipes professionnelles. Pourquoi une grille d'analyse? Parce qu'on a voulu que les équipes professionnelles prennent le temps de réfléchir ensemble sur les réponses à donner pour faire émerger les besoins de leur population. Et puis, cette première collecte de données a été complétée par des focus group effectués auprès des pères et des mères, séparés, dans des groupes séparés, parce que les parents eux-mêmes ont désiré de se séparer, c'est-à-dire que les mères, que les hommes et les femmes soient regroupés dans des focus group différents. Et donc, ça, c'est pour des considérations parfois culturelles, parfois religieuses, qu'on a quand même dû respecter dans la collecte des données. Suite à l'analyse des besoins, on a organisé un groupe de discussion auquel ont participé les intervenants, des représentants des équipes professionnelles des 4 associations. Le but était de restituer l'analyse des besoins, de la valider auprès de ces gens-là et de prendre des décisions conjointes relatives au programme à élaborer, tels que par exemple la population cible, les critères de sélection, les moyens de recrutement, les modalités d'intervention, le profil des intervenants, la durée et la période d'implantation, les modalités de suivi et d'évaluation. Et donc, effectivement, si vous voulez, ces idées-là ont été discutées, débattues au sein du groupe de discussion. À la lumière de tout ceci, on a élaboré le programme. Donc, le programme a été le fruit d'une analyse transversale entre l'étude des besoins et les décisions prises à la fin lors du groupe de discussion pour aboutir à ces différents éléments que vous voyez dans le cadran devant vous. On a raffiné les buts et les objectifs, on a bien défini la population cible et les critères d'inclusion et d'exclusion, les moyens de recrutement, les modalités d'intervention, les qualifications des intervenants, sur quelle période le programme devrait s'étaler, comment le suivre, comment assurer le monitoring et l'évaluation. Donc, tout ceci a été vraiment décidé à la lumière d'une analyse croisée entre l'étude des besoins et le groupe de discussion.
Une première version de ce programme élaboré a fait l'objet d'une lecture, d'une révision de la part des équipes concernées dans les 4 associations partenaires. Et donc, cette validation a amené également à une version ajustée parce que certainement à la lecture du programme, les équipes professionnelles ont donné leurs commentaires, on a changé parfois des exercices, parfois une terminologie quelconque, etc. Là, une première version, si vous voulez stabiliser, qui a reçu le consentement des équipes professionnelles des 4 associations, a été utilisée comme base pour former les intervenants à ce programme. Donc, en fait, on a formé les intervenants au programme, à sa logique d'action, à sa philosophie d'action, à l'approche d'empowerment, à l'animation de groupe, aux techniques d'animation, à l'approche non directive, au principe de l'intervention individuelle, à l'articulation entre intervention de groupe et intervention individuelle, aux méthodes de suivi, d'observation et de monitoring. Donc, tout ceci a formé l'objet de cette formation, mais aussi on a voulu profiter de cette formation comme étant une première application du programme, parce que la formation était une forme de simulation du programme entre moi et mon équipe en tant que chercheur et les intervenants qui ont joué le rôle de parents. Donc là, on a fait, à partir de cette première simulation, on a changé également beaucoup de choses dans le programme et on a revu les décisions relatives à l'implantation, on a révisé des décisions prises antérieurement, on les a révisées, on a changé beaucoup de décisions et on a réfléchi ensemble sur comment évaluer le programme. Et là aussi, on a eu une version ajustée du programme avec certainement une vision beaucoup plus claire de tous les éléments à décider et de toutes les composantes du programme. Et donc, cette version ajustée a fait l'objet d'une application expérimentale dans l'une des 4 associations, pas dans les 4, parce qu'on a voulu quand même faire une application pilote. Donc, dans cette association, l'implantation a eu lieu dans 3 régions libanaises sur 4 mois. Et là également, cette implantation a été précédée par une deuxième formation des intervenants, parce que par la formation des intervenants qui appartenaient à cette association, qui n'étaient pas présents dans la première formation, mais qui ont manifesté leur désir de participer à l'application expérimentale. Et là également, effectivement, il y a eu de nouveau un ajustement du programme et de ses modalités et de beaucoup d'éléments dans ses composantes. Là également, si vous voulez, le programme a été appliqué et l'application a été accompagnée par un suivi régulier, c'est-à-dire des réunions entre l'équipe de recherche et les intervenants, des rapports d'observation qui ont été transmis aux intervenants, des rapports d'observation des activités de groupe, des interventions individuelles. Et finalement, il y a eu une forme d'évaluation finale qui a donné lieu à un bilan. Et cette évaluation a eu lieu entre les intervenants et les parents d'un côté, entre l'équipe de recherche et les intervenants de l'autre côté, et qui s'est basée sur des rapports de suivi. Et à la base de cette évaluation, certains aspects positifs et bienfaits du programme ont émergé. Et là, vraiment, il y a eu une majorité des intervenants et des parents a confirmé la pertinence du programme et l'intérêt de son matériel, l'accessibilité de ce matériel aux parents, les bienfaits tirés par les parents, les apprentissages acquis. Il y a eu aussi quelques défis et limites qui ont émergé et à la lumière de ces défis et limites, le programme a subi une dernière révision, encore une fois, pour donner lieu à une version finalisée qui a été donnée aux 4 associations, qui a été mise à la disposition des 4 associations pour qu'elles puissent s'en servir comme elles le veulent. Et là, on a un programme prêt qui pourrait être mis à la disposition de n'importe quelle association qui pourrait éventuellement venir le demander. Donc, voilà en fait, si vous voulez, les deux expériences de recherche collaborative et participative que je voulais
partager avec vous et à la lumière desquelles, et certainement pas seulement à la lumière de ces expériences, mais aussi à la lumière d'une troisième expérience que je n'ai pas vraiment le temps de partager, mais également à la lumière de beaucoup d'expériences d'accompagnement que je fais dans ma pratique professionnelle auprès d'ONG qui demandent parfois mon expertise pour accompagner des projets de recherche, pour accompagner parfois la production de planification stratégique interne ou bien de guides professionnels adressés aux travailleurs sociaux sur le terrain, des guides éthiques ou bien des guides de pratique. Donc là, si vous voulez, toutes ces expériences m'ont amené à dire que oui, cette collaboration entre nous, chercheurs du milieu académique, et acteurs terrain, que ce soit professionnels ou cadres, ou aussi les personnes et les familles accompagnées avec lesquelles on peut se mettre en lien et avec lesquelles on peut créer des dynamiques de collaboration, ce sont des expériences qui favorisent l'émergence de solidarité multiples en faveur du changement social qui constitue le principal objet de notre mission en tant que travailleurs sociaux, que l'on soit chercheurs ou praticiens. Donc, ces solidarités, moi, je les situe sur 4 plans principaux. Le partenariat entre les familles et les institutions, la solidarité au sein des institutions elles-mêmes, des collaborations ou bien une collaboration multisectorielle et multi-acteurs, et la collaboration université-institution ou université-milieu de pratique, qui, si vous voulez, pour nous, est parfois une panacée, c'est-à-dire elle nous donne elle renforce notre raison d'être, elle nous donne une motivation à faire nos recherches davantage. Donc, sur le plan de la consolidation d'une approche partenariale avec les familles desservies, donc en fait, ce que mon expérience m'apprend, elle m'apprend que ce genre de recherche, si on opte pour ces recherches qui ne se mettent pas dans le tiroir de nos bureaux, ni dans des bibliothèques, ni dans des bases électroniques auxquelles les familles n'ont pas d'accès. Donc, constituent des plateformes de rencontres différentes de celles qui sont d'usage pour les familles. Les familles, chez nous, je pense au Liban et dans plusieurs pays du monde, s'adressent aux services sociaux pour avoir des services. Rarement, là, on voit que ça devient de plus en plus répandu, mais à un certain moment, rarement des familles sont associées à des processus de réflexion sur des plans stratégiques, l'élaboration de programmes, etc. Donc, ce genre de recherche constitue pour elles une plateforme de rencontre différente de ce qu'elles expérimentent d'habitude. Donc, elle leur donne une certaine capacité d'insuffler des politiques institutionnelles. Donc, elle leur donne une priorité, un certain pouvoir pour que leurs besoins parviennent aux décideurs afin d'orienter des décisions stratégiques et des interventions professionnelles. Et en fait, c'est dans ce genre de recherche, les familles profitent d'un temps privilégié d'écoute et de reconnaissance de leur identité, de leur réalité difficile, de ce qu'elles éprouvent, de leurs douleurs, de leurs attentes. C'est une forme d'autorisation formelle qu'on attribue aux familles pour qu'elles puissent communiquer leurs préoccupations, pas seulement aux chercheurs, mais aussi aux acteurs institutionnels qui sont responsables des services qu'elles reçoivent. Et donc, tout ceci, si vous voulez, constitue une expérience particulière qui accroît leur confiance dans l'institution et dans les services qui sont mis à leur disposition dans ces institutions-là. Du côté des acteurs institutionnels, en fait, cette dynamique d'association des familles et cette dynamique d'association des acteurs à l'écoute des besoins des familles crée un effet conscientisant pour les acteurs institutionnels et devient plus avertis de ce que vivent les familles, effectivement. Donc, ils deviennent plus proches de la réalité des familles et ceci les amène à se repositionner vis-à-vis de ces dernières et parfois à nuancer leur regard
parfois qui peut être empreint d'un sens négatif parce que beaucoup de fois, les familles peuvent avoir des comportements qui ne plaisent pas aux acteurs institutionnels, qui peuvent avoir, si vous voulez, une certaine tendance à juger négativement les familles. Mais quand, dans ce genre de recherche, les acteurs institutionnels seront poussés un peu à se repositionner, à changer un peu de regard, à devenir l'acteur d'une responsabilité solidaire par rapport aux familles. Parce que munis des informations, regardant les familles, ils deviennent plus responsables pour agir et pour mieux répondre aux besoins de ces dernières. Et c'est ce qui favorise effectivement l'émergence d'une nouvelle approche institutionnelle. Une approche, comme c'est mentionné ici, qui est axée effectivement sur un meilleur savoir pour rejoindre les parents dans leur vécu et qui est éclairée par une réelle compréhension des préoccupations de ces derniers. En ce qui concerne la consolidation d'une solidarité au sein de l'institution elle-même, en fait, ce genre de recherche constitue une forme ou bien permet aux acteurs de se lancer dans des projets de construction collective. Vous voyez que là, tout le monde, chacun a un mot à dire, a une opinion à transmettre, a une part dans la décision. Donc, cette dynamique de confrontation et de coordination des points de vue des acteurs, parfois rend les logiques qui sont contradictoires, qui sont loin, qui sont divergentes, parfois, ça rend ces logiques un peu, si vous voulez, qui deviennent un objet de débat plus ou moins conciliables. Elles permettent de trouver un point de rencontre. Et donc, ces acteurs-là trouvent dans ce genre de recherche une expérience ou bien une opportunité pour partager leur incertitude. Et ce partage d'incertitude les amène pas seulement à réviser leur manière d'être avec les familles, mais aussi à réviser leur fonctionnement ensemble, leur mode de fonctionnement ensemble. Et tout ceci, si vous voulez, c'est un peu la même dynamique. Les professionnels, les gens qui détiennent, les acteurs institutionnels qui ne détiennent pas la prise de décision ou bien le pouvoir de prise de décision, voient dans ce genre de recherche une reconnaissance et une plus grande valorisation de ces expertises, indépendamment de son statut au sein de l'institution, parce que là, tout le monde est traité d'une manière relativement égale. La parole, la vie, les propos de tout le monde arrivent et est tenue. On en tient compte dans les décisions qui émergent de la recherche. Dans ce cas-là, on remarque que les projets deviennent comme une forme d'une œuvre commune dans laquelle les acteurs institutionnels se positionnent davantage comme des tuteurs enthousiastes pour porter un projet, parce que c'est un projet qui a été construit avec leur collaboration. Donc, ce n'est pas un produit qui est tombé d'en haut, mais un produit qui émerge de leur réalité, qui émerge d'eux aussi. Donc, ils vont être enthousiastes et plus motivés à le porter parce que c'est leur œuvre qu'ils tiennent à faire réussir. Sur le plan collaboration multi-acteurs, multi-acteurs et multisectorielle, c'est une collaboration porteuse d'efficacité. Dans l'exemple que je n'ai pas pu aborder, il y a eu une expérience avec les instances étatiques, avec l'État. Et donc, effectivement, ce genre de recherche favorise le développement des rapports entre l'université, les instances étatiques, les acteurs terrains, pour construire des projets communs. Et donc là, on voit effectivement, comme dans n'importe quelle collaboration, ceci amène à une utilisation optimale des ressources. Et là, on voit que différents acteurs se réunissent ensemble, des réseaux parfois intersectoriels, interprofessionnels, mettent à profit ensemble leurs compétences et leurs expertises complémentaires pour répondre à des besoins en mutation. Ceci renforce également le leadership, que ce soit étatique ou institutionnel, avec une responsabilité partagée par tout le monde. Et une dynamique pareille ne pourrait que renforcer la pertinence et l'efficacité et également la pérennité des projets, des réformes, des actions, des programmes, etc. Et tous les acteurs qui sont engagés dans cette dynamique vont à la fin voir leurs compétences développées. Et là, l'université dans ça se trouve en train de remplir un rôle de médiateur extrêmement intéressant, parce que c'est un rôle de médiateur qui réussit quand même à piloter toute cette dynamique et à rallier les expertises et les compétences des uns et des autres. Du point de vue université terrain de pratique, donc
c'est une dynamique gagnant-gagnant dans laquelle la réflexion nourrit la pratique et vice-versa. Donc, du point de vue des terrains et de ces acteurs, certainement, il y a un transfert de connaissances de la part des acteurs académiques vers le terrain. Et là, les connaissances peuvent, si vous voulez, se disperser sur différents plans. La recherche, la planification stratégique, les approches d'intervention, les nouvelles approches en travail social que le milieu académique pourrait quand même promouvoir, la concertation de la collaboration interinstitutionnelle, les protocoles d'entente, les mandats, la gestion de tout ceci, c'est des apprentissages que les acteurs terrain acquièrent en fin de compte. Pour les cadres institutionnels, l'université, cette institution médiatrice, si vous voulez, médiateur, va pousser subtilement les cadres à avoir une vision différente de comment élaborer des projets de manière participative, comment une approche scientifique aussi pourrait avoir des atouts en plus à ajouter à n'importe quelle prise de décision institutionnelle. Et ceci les incite à des améliorations dans d'autres secteurs que ceux concernés par les projets en tant que tels. Pour nous, acteurs universitaires, nos gains sont situés sur deux plans principaux, à mon avis, à partir de mon expérience. Le plan académique et la visibilité et l'employabilité. Sur le plan académique, certainement, nous, on n'est plus dans ce genre de recherche dans nos tours d'ivoire. On est en contact étroit avec les besoins du terrain, on les saisit de manière vraiment concrète et à partir de ceci, on est capable, ou bien on devient capable de mieux orienter nos formations continues, de réviser nos programmes, de réviser nos unités d'enseignement, d'adapter nos unités d'enseignement et nos programmes à la réalité du terrain, quoi. Et donc, sur le plan de la visibilité et de l'employabilité, certainement sortir de nos bureaux, aller sur le terrain va augmenter notre crédibilité et notre notoriété. On commence à être mieux apte à remplir ce rôle de référent auquel les institutions s'adressent pour penser ensemble à n'importe quel projet qui les préoccupe. On devient une plateforme pour analyser des dynamiques institutionnelles, pour transférer les connaissances, pour promouvoir les nouvelles approches. Mais là aussi, surtout pour notre discipline qui n'est pas tout à fait connue au Liban, qui reste connue après 75 ans d'histoire dans cette discipline au Liban, c'est une opportunité pour mieux faire connaître notre profession et son importance pour la pratique et pour construire de nouvelles perspectives de stage pour des projets pilotes, pas pour des stages classiques et traditionnels. Donc, en fait, bien que promoteuse, parce que certainement, c'est des expériences prometteuses qui nous incitent à les multiplier, mais elles ne constituent malheureusement jusque-là qu'un début de parcours, du moins dans mon contexte, qui est plein de défis pour ce que moi, j'aime appeler une co-responsabilité entière, c'est-à-dire une responsabilité qui engage tout le monde, dans le sens d'une réciprocité des liens, une égalité des statuts. Donc, certainement, sur le plan de la réciprocité, là, jusque-là, on a failli à bien impliquer les familles. Pourquoi on a failli à impliquer les familles? Parce qu'effectivement, si vous avez remarqué dans les deux exemples, la validation des projets, de l'étude des besoins, et, du programme, etc., a été faite seulement avec les intervenants. Parce qu'il y a eu effectivement, et ça je ne le cache pas, une appréhension de notre part de comment les familles vont être là. Est-ce que les acteurs institutionnels vont avoir une avancée sur les familles? Est-ce que les familles vont se sentir peut-être intimidées, ne vont pas comprendre le langage, etc. Et donc, il y avait une appréhension qui nous a stoppés en quelque sorte pour aller plus loin. Et là, je me demande, est-ce que cette appréhension a été bien placée? Peut-être que non. Mais là, je pense qu'une meilleure réponse, une bonne réponse à cette question ne saurait s'obtenir qu'à partir d'une expérience concrète. Il faut oser impliquer les familles dans d'autres projets. Pour les professionnels, il y a la question de la réciprocité aussi existe, parce que certains professionnels, ou bien les professionnels qui ont été impliqués dans ce genre d'expérience, partagent leur difficulté à s'approprier leur position hybride. Ils se disent, on
sait plus vraiment si on est dans le monde professionnel ou dans la recherche. Et si parfois on se compare à nos collègues qui ne sont pas impliqués dans des projets de recherche, on se dit, est-ce qu'on est comme eux ou bien est-ce qu'on est différent? Et si on nous demande de choisir le professionnel ou la recherche, qu'est-ce qu'on choisit? Et parfois, certains d'entre eux disent, on choisit la recherche, on choisit le monde professionnel. C'est comme si dans ce monde, dans ce genre d'expérience, on crée d'autres frontières entre les professionnels et leur terrain, et le terrain de pratique dans lequel ils sont ancrés au quotidien. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que dans ce genre de processus, les professionnels font beaucoup d'efforts pour s'acculturer à la recherche, pour apprendre beaucoup de choses, pour apprendre les techniques, pour bien les appliquer. Alors qu'on voit que les chercheurs sont vraiment à l'aise. Et là, on se dit, il n'y a pas vraiment de réciprocité. Ce sont les professionnels qui font la moitié du chemin. Est-ce que les chercheurs n'ont pas, eux aussi, à s'impliquer avec la même intensité pour aller rencontrer les professionnels dans leur réalité? Et c'est pour cela, c'est ce qui m'amène à poser cette question de réciprocité. L'autre question, si vous voulez, l'autre défi qui existe, c'est un défi de durabilité. OK, les solidarités ont été créées par cette expérience, mais est-ce que ces solidarités sont-elles provisoires? Est-ce qu'elles vont demeurer? Qu'est-ce qui va les faire demeurer? Quelles sont les voies qu'il faut vraiment mettre en place pour recréer ces dynamiques solidaires, tout en sachant que la tension va toujours va exister. Elle n'est jamais définitivement réglée. Ce n'est pas un projet qui va régler cette tension. C'est vraiment une durabilité dans la collaboration, une durabilité dans les esprits, dans les idéologies, dans les approches qui va aider, qui va être en faveur de cette durabilité. D'où quelques perspectives auxquelles je pense et que je n'ose pas quand même dire ce que je propose, donc auxquelles je pense. Dans ces perspectives, il y a une nécessité, à mes yeux, de faire un retour réflexif sur nos façons de faire. Donc, de penser, d'agir, de construire, de co-construire en tant que chercheur. Donc, en fait, il faut que nous pensions comment retravailler notre ancrage dans le monde de la science, dans les milieux de formation et dans des positionnements épistémologiques, que ce soit en matière de recherche ou en matière d'action, pour que ces positionnements n'altèrent pas nos rapports à nos autres partenaires. Parce que le partenariat est essentiel pour notre survie et pour notre raison d'être en tant qu'universitaire. Donc, il n'est pas question ici d'en aller vers dans un mouvement ascendant ou descendant, mais dans une avancée de réciprocité. Et là, il faut vraiment entamer ce retour réflexif duquel devraient émerger vraiment des manières de faire, des modalités opérationnelles qui servent à cette fin. Et donc, il faut essayer aussi de créer des interfaces de rencontres régulières pour essayer vraiment de voir les modes de collaboration de manière innovante, pour faire remonter au service de formation et de la recherche les besoins réels du terrain, favoriser ce transfert de connaissances et augmenter, si vous voulez, l'ancrage de l'université dans son contexte d'implantation. L'université ne pourrait plus être séparée de son contexte d'implantation. Et dans ce cadre, je termine avec cette idée, avec une ouverture pour nous à l'international. C'est-à-dire, on peut créer cette dynamique de partenariat, de collaboration, de construction interactive du savoir au niveau national, mais un croisement de regards, un croisement de savoir entre les expériences locales et l'expérience internationale sera également nécessaire pour un réel savoir, si vous voulez, contextualiser, oui, mais pourquoi pas aussi mondialiser. Merci beaucoup.